6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous voulez commencer par un proverbe? Oui, en fait, j'aimerais oser un parallèle entre Nicolas de Chamfort, le moraliste du XVIIIe siècle, et Parcoursup. C'est à Chamfort qu'on doit la postérité de l'expression « la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Eh bien, Parcoursup, c'est un peu comme la plus belle fille du monde, il ne faut pas trop en attendre. Depuis une semaine que les inscriptions sont ouvertes, et surtout depuis qu'Amélie Oudéa-Castéra et l'établissement Stanislas essuient le feu des critiques nourries de Mediapart, la plateforme semble devenue comme une institution magique chargée de garantir à elle toute seule l'égalité des chances. Alors, je propose de revenir à la source. Quelles sont les promesses de Parcoursup? Bonjour Nagui Bechichi. Bonjour. Vous êtes économiste à l'École d'économie de Paris, affilié à l'Institut des politiques publiques. Un peu de généalogie d'abord. Quel système avait cours avant Parcoursup, autrefois, avant l'informatisation pour commencer? Alors pour commencer, avant l'informatisation, le système, c'était simplement des files d'attente. Donc là, lorsqu'on pense à Parcoursup et aux listes d'attente, avant, elles se matérialisaient tout simplement par des personnes qui faisaient la queue devant les universités une fois l'obtention du baccalauréat. Et ça prenait parfois des heures, ça pouvait prendre des nuits. Et donc c'était littéralement comme ça que ça se passait avant l'introduction des procédures automatisées. Donc en fait, il y avait une espèce de répartition des étudiants géographique. Oui, d'une certaine manière, en effet. Et ensuite, on a 3614 Ravel, c'est ça? 3614 Ravel, oui, qui est introduit en 1987. Donc, c'est une procédure télématique, ça passe par le Minitel à l'époque. C'est en Île-de-France, 3614 Ravel, et c'est donc pour les formations universitaires, les licences traditionnelles. Et il y a des procédures à la Ravel qui sont introduites également dans les autres académies et les autres régions de France. Et c'est l'introduction de la procédure automatisée. Ça a duré un certain temps, de 1987 à 2007. Et c'est à ce moment que une procédure centralisée nationale est introduite et ressemble déjà bien à Parcoursup. Donc c'est admission post-bac, qui a été introduite. APB. Le fameux APB, la plateforme centralisée, donc qui a une particularité, c'est que dans APB cohabitent les formations dites sélectives, les classes préparatoires, les BTS par exemple, et les formations non sélectives, les licences universitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces licences universitaires, donc elles pouvaient pas départager les candidats selon leur dossier scolaire. Pourtant, elles étaient aussi dans le même système, tandis que les autres formations, BTS, classes préparatoires, elles pouvaient classer les candidats selon leur dossier scolaire. Et APB faisait un petit peu les deux à la fois. Et c'était ça la particularité de ce système qui était en place jusqu'à Parcoursup. Et pourquoi on décide de changer alors? Alors, pourquoi on décide 2017. de changer? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que étant donné que dans les licences universitaires, on ne pouvait pas départager les candidats, lorsqu'il y avait trop de candidats pour une certaine formation universitaire, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait du tirage au sort. Et cette pratique-là était de plus en plus mise en œuvre année après année et a créé un petit peu la polémique. Donc c'est le premier élément qui a amené la fin de l'admission post-bac. Et il y avait dans le même temps un constat quand même d'échec assez important à l'université. Donc il y avait cette forme de paradoxe. On se disait, on recrute à l'université en tirant au sort, mais en même temps, il y a une réussite relativement faible des lycéens qui intègrent les universités de cette manière. Et les gens qui n'avaient pas de place dans les filières lors d'APB, qui étaient rejetés par le tirage au sort, où est-ce qu'ils allaient du coup? Alors c'est intéressant, on a fait des travaux notamment avec Georgette Thébault, une économiste, où on s'intéressait au devenir des perdants du tirage au sort. Il y en a certains qui évidemment sont reçus dans d'autres formations universitaires ou des formations sélectives, et il y en a d'autres qui, déçus par ce sort, arrêtent tout simplement les études supérieures. Je pense notamment aux lycéens qui candidatent dans les voies STAPS, donc c'est le sport. En fait, STAPS, il y a assez peu de substituts naturels dans l'enseignement supérieur. Donc pour ces candidats-là, qui ont un profil assez particulier par ailleurs, le fait d'être refusé sur la base de ce tirage au sort a amené des abandons d'études supérieures. Donc en fait, si je comprends bien, soit on décidait d'adapter l'offre à la demande, on aurait pu faire le choix d'ouvrir plus de places dans les filières où on en manquait, soit on adaptait la demande à l'offre en multipliant les possibilités de vœux faits par les élèves, en les élargissant à l'échelle nationale. Et ça, c'est l'option Parcoursup. C'est ça qui a été choisi, Nagui Béchi. Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y avait assez de place pour tout le monde, mais pas nécessairement au bon endroit. C'est un petit peu ça le paradoxe. Et en effet, à partir du moment où il y a énormément de personnes qui veulent intégrer une formation de sport,
on ne peut pas s'en sortir en leur proposant en second lieu une formation de psychologie, par exemple. Donc c'était un blocage qui était un peu inhérent à ce système. Donc à l'heure actuelle, on a plus de 600 000 bacheliers, 672 400 précisément en 2023, auxquels s'ajoutent les candidats qui veulent changer de cursus. Donc on a 917 000 inscrits sur Parcoursup, c'était en la précédente session, et il faut les répartir dans 23 000 formations. Alors comment fait la machine, Nagui Béchichi? Elle classe 1 million de candidats en fonction de leurs notes? Oui, alors en fait, c'est pas nécessairement la machine, mais c'est plutôt les machines. Chaque formation du supérieur va avoir sa recette pour classer les candidats, en étant notamment parfois aidé d'un algorithme, donc aidé d'une procédure automatique, mais parfois pas. Et donc chacune de ces formations du supérieur, il y en a 23 000 en 2023, va avoir sa propre manière de départager les candidats pour formuler ce qu'on appelle un classement pédagogique. Et c'est sur la base de ce classement pédagogique que les propositions vont être ensuite envoyées aux candidats. Donc Parcoursup, c'est l'algorithme... Oui, l'algorithme qui permet l'appariement entre le classement pédagogique et les vœux, mais c'est pas Parcoursup qui décide en fait de la sélection du candidat dans une formation. C'est chaque formation qui a ses desiderata, c'est ça ? Exactement. En fait, ce sont les algorithmes locaux en premier lieu qui vont départager les candidats. Pour les formations sélectives, elles choisissent également quel candidat va même être classé et non classé, et ensuite elles feront le classement pédagogique. Parcoursup se charge ensuite d'envoyer les propositions aux candidats les mieux classés. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que Parcoursup va faire des modifications de ce classement automatique pour notamment faire respecter les quotas qui ont été introduits en 2018 avec Parcoursup, les quotas de boursiers notamment. Est-ce que, par exemple, un établissement comme Stanislas pourrait faire le choix de donner un grand nombre de points, enfin un coefficient plus important, à ses propres élèves, ceux du lycée, pour rentrer en classe prépa? C'est autorisé? Les formations du supérieur, elles ont toute latitude à classer les candidats de la manière qu'ils le souhaitent. Donc théoriquement, c'est possible. Ce qui est obligatoire, c'est de publier un rapport de la commission d'examen des vœux qui explicite comment les candidats ont été classés, mais sans être aussi précis dans les critères qui ont été utilisés. Et ce qu'on observe, par exemple, pour Stanislas, en classe préparatoire économique et commerciale, parce qu'il s'agit de cela, c'est qu'il y a une proportion qui est de l'ordre de 1 élève sur 2 des admis qui provenaient du lycée Stanislas. Donc, en effet, il y a eu quand même un bonus, une prime assez nette aux lycéens qui venaient de l'établissement. Et c'est le seul établissement où on repère cette proportion? Non, cette proportion peut-être oui, quand même, c'est relativement important par rapport aux autres, mais c'est pas l'apanage uniquement de Stanislas, et c'est pas d'ailleurs un comportement qu'on observe uniquement dans les classes préparatoires ni uniquement dans les formations privées. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais pour les classes préparatoires économiques et commerciales, en Île-de-France par exemple, en général, la moyenne c'est 10% des admis qui provenaient de l'établissement d'origine en 2023, alors que Stanislas c'est quasiment 50%. Merci beaucoup Nagui Béchichi. Je rappelle que vous êtes économiste à l'école d'économie de Paris, affiliée à l'Institut de politique publique. Merci. Merci.